L'invité de la matinale, Grégoire Gindre. Grégoire, votre invité ce matin est Thibaut Brutin, adjoint au directeur général de RSF, Reporters sans frontières. Vous le recevez à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce vendredi 3 mai. Bonjour Thibaut Brutin. Bonjour. Un classement mondial de la liberté de la presse pays par pays est en ce moment disponible sur votre site internet RSF. La Norvège est première, pays où la liberté de la presse est le moins menacée. L'Érythrée est dernière. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un pays, la Géorgie, très rapidement, qui fait l'actualité ces dernières heures. La Géorgie est 103e sur 180. Bon, des manifestations monstres éclatent en ce moment dans le pays. En cause, un projet de loi jugé liberticide. Les journalistes qui couvrent les manifestations sont pris pour cible. Quel rôle déjà peut jouer la presse dans ce type d'événement dans ces pays-là ? Ce qui est important de comprendre, et c'est peut-être le sens de cette journée mondiale de la liberté de la presse, c'est que c'est une occasion de célébrer pourquoi le journalisme est important. Et c'est vrai que dans des circonstances politiques comme celle d'une démocratie dans laquelle nous vivons en France, on a tendance parfois à oublier ce que ça signifie d'avoir des journalistes qui peuvent travailler librement pour raconter ce qu'il se passe concrètement sur le terrain. Et c'est vrai qu'en Géorgie, qui fait une baisse spectaculaire de 26 places dans le classement mondial de liberté de la presse pour atteindre la 103e place, les journalistes sont une forme de garantie de l'exercice de la liberté de manifester, de la possibilité de se rassembler pour raconter ce qu'il se passe véritablement dans un mouvement politique et social qui est de très grande ampleur. Car en Géorgie, on doit interpréter qu'il y a un autre acteur, je pense évidemment au Kremlin, à Moscou, la Russie est derrière aussi cette dégringolade au classement de la Géorgie. Oui, et plus généralement, le constat qu'on pose pour cette année 2024, c'est le fait que un des 5 indicateurs du classement mondial qui baisse le plus, il y a 5 indicateurs, donc la question de la sécurité des journalistes, la question économique, la question légale, le contexte social et enfin l'indicateur politique. Et ce que l'on voit, c'est que l'indicateur politique baisse très nettement, de plus de 7 points cette année. C'est évidemment le signe d'une mainmise de plus en plus forte des mouvements politiques sur ou contre l'information, et évidemment aussi le signe que beaucoup de forces politiques se lancent dans des ingérences étrangères, dans des entreprises de désinformation ou de déstabilisation. Ce qui se passe évidemment aussi en Russie, avec cette mainmise sur la presse à Moscou. La Russie est 162e sur 180, si je dis pas de bêtises. Ça se détériore aussi en Russie. On ne peut pas faire du journalisme librement en ce moment en Russie. Le paradoxe de la Russie, c'est qu'il existe un très grand journalisme de qualité russe qui aujourd'hui a trouvé un refuge au sein de l'Union européenne et dans d'autres territoires. Et cette diversité des médias russes que RSF soutient via une organisation sœur qui s'appelle le JX Fund, on est en lien avec 93 médias. C'est un défi en fait que d'assurer la soutenabilité de cet écosystème médiatique qui s'est reconstitué à l'étranger, mais qui conserve une pertinence. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la fois à sortir des informations de très grande qualité du territoire russe et aussi à diffuser grâce à des sites miroirs, des applications, et même Reporters sans frontières a mis en place un bouquet satellitaire à destination de la Fédération de Russie. Donc on voit qu'il existe des possibilités pour des journalistes ingénieux et déterminés de continuer à diffuser leur contenu journalistique. En Russie également. En Russie, on peut avoir accès à une information fiable, sécurisée, indépendante et sourcée aussi en Russie en ce moment. C'est un jeu du chat et de la souris et les dernières élections ont vu leur lot de nouvelles dispositions tout à fait contraignantes pour les hébergeurs Internet, pour les utilisateurs de VPN, vous savez, ces dispositifs qui permettent de naviguer en toute sécurité sur le web. Donc évidemment, c'est un défi, mais il est encore possible, grâce à des plateformes que la Russie n'a pas fermées, comme YouTube, d'accéder à des contenus qui ne sont pas censurés. Et ça, c'est une chance. Ça n'empêche qu'évidemment, le flot de la propagande du Kremlin est massif et que lutter face à une machine aussi bien huilée, aussi bien dotée financièrement, qui sait surfer sur les algorithmes, c'est un challenge de tous les jours. On comprend dans ce que vous dites que cette guerre Russie-Ukraine est bien au-delà d'une guerre
de front, mais bien une guerre de l'information. Hein. Maintenant qu'on connaît les techniques d'infiltration russe, comment aussi ils se propagent sur les réseaux sociaux, la diffusion massive de Moscou, il faut être 2 fois, 3 fois plus vigilant sur ce que l'on entend, sur ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Nous aussi, utilisateurs en France ? Absolument. Les enquêtes, les commissions d'enquête sur ce sujet montrent qu'il y a aujourd'hui des menaces informationnelles pour les Français également. La réponse, elle peut être double. Il faut à la fois chasser ceux qui se prétendent journalistes et qui ne le sont pas, qui sont dans une démarche qui est celle d'une propagande pure et simple, en prenant les oripeaux du journalisme. Et deuxièmement, et ça c'est peut-être quelque chose que nos décideurs publics ont parfois du mal à entendre, et en tout cas les sociétés de la Silicon Valley qui sont aujourd'hui les grands distributeurs de l'information via les plateformes de réseaux sociaux ignorent, c'est qu'il faut favoriser le journalisme de qualité. Et ça c'est quelque chose de fondamental d'avoir ce qu'on appelle la due prominence, c'est-à-dire une visibilité appropriée à la qualité du contenu. Aujourd'hui, la compétition sur les ondes, sur les télévisions, etc., est limitée à des acteurs qui sont des acteurs responsables, identifiés. Ce n'est pas du tout le cas sur le web. Et là-dessus, il faut absolument qu'un critère de distinction soit opéré qui favorise le journalisme digne de ce nom. Un mot également sur le Proche-Orient et les événements de Gaza. Ce n'est pas la même menace qui pèse sur les journalistes sur le terrain dans l'enclave palestinienne que la menace, par exemple, en Europe de l'Est ? C'est une menace pour la sécurité des journalistes au Proche-Orient. Les indicateurs de Reporters sans frontières pour son classement mondial sont au nombre de 5, et c'est vrai que la Palestine rentre cette année dans le carré noir des 10 pires pays pour la sécurité des journalistes. Il est difficile, vu l'ampleur des bombardements et des opérations militaires, d'établir avec précision le nombre de journalistes qui sont tués dans l'exercice de leurs fonctions. Nous, on en dénombre 22, c'est déjà plus que tous les conflits de ce début du XXIe siècle, notamment l'Ukraine, c'est au total 100 journalistes, et peut-être jusqu'à 107 si on compte le Sud-Liban et la Cisjordanie, qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, donc qui sont morts dans le cadre de ce conflit. Donc on voit l'ampleur de la tragédie humaine. Nous appelons très clairement à ouvrir le poste frontière de Rafah aux journalistes internationaux qui veulent couvrir Gaza. Aujourd'hui, ils en sont très largement empêchés. Aujourd'hui, on ne peut pas partir. Être journaliste occidental en Europe et partir au Proche-Orient et couvrir les événements à Gaza. C'est extrêmement difficile, sauf si on les embedded, hébergés en quelque sorte par l'armée israélienne. Et on voit bien la difficulté que porte la couverture d'un conflit si on adopte le point de vue d'un seul camp. Donc non seulement il faut laisser les journalistes internationaux rentrer, mais il faut aussi laisser les journalistes palestiniens sortir pour un répit de courte durée ou de plus longue durée s'ils le souhaitent. Mais ils sont nombreux à nous faire part de leur épuisement physique et psychique. 8h18, nous sommes avec Thibaut Brutin, journaliste et adjoint au directeur de Reporters sans frontières. On revient sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. 70% des journalistes spécialisés dans les sujets environnementaux sont menacés ou harcelés. C'est la conclusion d'un rapport publié par l'UNESCO tôt ce matin. Ils sont la cible aussi d'harcèlement, de pression psychologique, physique même. L'environnement, c'est un petit peu le nouveau mal du siècle pour les journalistes. On ne peut pas exercer son métier et avoir un sujet spécifique comme l'environnement ? Disons que dans un certain nombre de pays du Sud, les enjeux qui sont liés à la déforestation, à la pollution, sont des enjeux qui invitent à une sorte de confrontation presque logique avec les intérêts de grandes sociétés, de grands oligarques, et que ce soit les corrupteurs ou les corrompus, ils ont la main lourde sur les journalistes. Je prends l'exemple de l'Inde, par exemple, qui est un pays dont on parle peut-être parfois trop peu en France, et c'est vrai que près de la moitié des journalistes qui ont été tués au cours des dernières années travailler sur des questions environnementales. Alors à chaque fois, il y a une dimension de corruption, de crime organisé. Il y a la fameuse mafia des sables qui exporte des tonnes de sable dans d'autres pays. Donc à chaque fois, derrière les enquêtes que vous pouvez lire, les informations que vous avez le matin, il y a des journalistes qui prennent des risques. Et c'est le cas en Inde, où malheureusement, ils sont trop nombreux à payer le plus fort prix leur vie. Il n'y a pas un risque là de s'auto-censurer finalement sur le long terme, sur ce sujet, mais même sur d'autres, finalement, de se dire à quoi bon alerter sur tel ou tel enjeu alors que ma propre sécurité personnelle, non pas en tant que journaliste, mais en tant qu'homme, en tant que femme, est menacée ?
Oui, mais il C'est y a un l'autocensure risque. qui nous pend. Il y a un risque d'autocensure, mais faisons confiance à la communauté journalistique. Elle est forte, elle est puissante. Les journalistes sont des femmes et des hommes déterminés à accomplir leur mission. C'est plus que jamais une mission, je dirais, puisque on parle évidemment des contraintes qui peuvent peser sur leur sécurité, mais il y a aussi la précarité économique. Il y a également aussi la défiance de la population qui est particulièrement vive dans certains pays. Et enfin, et ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi, des procédures en diffamation qui sont parfois des procédures bâillons qui visent à les faire taire. Donc oui, être journaliste, c'est prendre une place dans l'espace public qui est spécifique, mais c'est au service des citoyens avant tout. Et c'est en fond être les tiers de confiance de la société. Si vous voulez reconstituer, vous auditeurs, le travail d'un journaliste en allant collecter les informations, etc., vous verrez que ce sont des heures de travail pour écrire un article. Et évidemment, tout le monde ne peut pas consacrer ce temps-là dans sa journée. Et donc, nous devons faire confiance aux journalistes. Les journalistes eux-mêmes doivent donner confiance en étant transparents sur leur méthode, en donnant des gages de qualité, de vérité, et en étant toujours à la recherche de la réalité. Dans votre classement 2024 de l'état de la liberté de la presse dans le monde, la France est 21e sur 180. Comment est-ce que c'est satisfaisant, 21 sur 180 pour un pays, le pays des droits de l'homme qui fait l'apologie de son état de droit ? Alors, c'est évidemment insatisfaisant, puisque cette catégorie dans laquelle la France se situe, c'est la catégorie plutôt bonne. On est loin en termes de score, hein, puisqu'il y a à la fois un score et un rang. Le score permet évidemment d'établir le rang, et il est difficile évidemment de mesurer la liberté de la presse en France par rapport à ce qui se passe en Norvège, en Danemark, en Suède. En France, on a des problèmes assez forts en termes de stabilité économique, également aussi une défiance qui est durable, profonde, sur laquelle il va falloir que la communauté journalistique travaille, et pas travaille toute seule, il va falloir qu'elle y travaille avec son public, et ça c'est vraiment important. Donc ces enjeux-là qui sont aussi des enjeux de cadre légal, on l'a vu avec la perquisition chez Ariane Lavrieux, cette journaliste indépendante, et ben, ce sont des enjeux sur lesquels RSF est extrêmement vigilant. Donc 21e position c'est bien, mais peut mieux faire, et il est évident que RSF mettra toute sa détermination pour que ce soit le cas. Les encouragements de RSF pour l'état de la liberté de la presse en France. Merci beaucoup Thibaut Brutin d'avoir été l'invité de la matinale en ce vendredi 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Je rappelle que vous êtes adjoint au directeur de Reporters sans frontières.